La linguistique, c'est génial quand on apprend une langue ou quand on est prof de langue ou même simplement quand on aime les langues. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je m'appelle Lucille, je suis prof de français langue étrangère. J'aide les personnes qui apprennent le français et qui ont déjà un assez bon niveau à s'améliorer encore. Et j'aide également les autres profs de FLE à rendre leurs cours un petit peu plus créatifs, originaux et fun, notamment à travers la culture nerd. Et donc dans cette vidéo, on va parler de linguistique. La linguistique, c'est souvent un mot qui fait un petit peu peur aux gens, soit les profs parce que je sais que dans certains masters, la plupart des masters FLE en fait, c'est pas super bien abordé et du coup ça paraît hyper complexe et hyper chiant et voilà. Et aux élèves qui se disent mais c'est quoi ce truc? Moi je veux juste apprendre la langue. Donc en fait la linguistique, si vous voulez, c'est un petit peu tout ce qui est au-delà de la grammaire. C'est-à-dire que la grammaire, tu vas apprendre voilà, les verbes, les structures, comment parler correctement. Et la linguistique, c'est un petit peu tout le système qui est derrière ça. C'est un petit peu tout le système verbal. Pourquoi on a autant de temps en français? J'avais fait une vidéo sur ça, que je vous mettrai en haut là. Et en fait voilà, pourquoi on a autant de verbes, pourquoi on a autant de temps en français par exemple, d'où viennent les mots, d'où viennent les expressions, qu'est-ce que c'est que ces expressions, pourquoi il y a tout ça. Et donc ça en fait c'est super intéressant. Bon, linguistique c'est un terme qui est très vague, en fait il y a plein de linguistiques différentes. Il y a la linguistique par exemple historique qui va un petit peu expliquer d'où viennent les mots, d'où viennent les expressions, etc. Donc, un petit peu, ça va comprendre l'étymologie, ce genre de choses. On a aussi par exemple la linguistique contrastive, comparative, où en fait on va comparer différentes langues pour un petit peu voir les différences linguistiques, etc. Et ça c'est vachement intéressant aussi. Voilà, il y a beaucoup de linguistiques différentes et les linguistes ont souvent en fait une spécialité également. Ça donne aussi du coup des débats qui sont assez intéressants. Par exemple, donc récemment, on m'a invité dans une émission de radio et on m'a demandé, oui, quelle est la langue qui a le moins de mots? Ça dépend. Déjà, qu'est-ce que t'appelles une langue? Est-ce que tout ce qui se parle est une langue? Est-ce que ça compte voilà, pour quelle est la langue qui a le moins de mots? Est-ce qu'on va compter les langues mortes comme le latin? Est-ce qu'on va compter les langues qui sont construites comme l'espéranto ou même carrément, pourquoi pas, les langues créées par Tolkien? Ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'une langue déjà? Voilà. Les dialectes, est-ce que ça compte ou est-ce que c'est pas vraiment une langue? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que t'appelles un mot? En fait, qu'est-ce qu'un mot? C'est un débat qui est très très présent en linguistique parce que en fait le mot c'est le truc qui a le moins de définition claire au monde. Comment on sait ce qu'est un mot? Est-ce que belle-mère c'est un mot? Est-ce que c'est deux mots? Voilà, ça dépend. Et quand on parle au niveau des langues, est-ce que les verbes, en français par exemple, on a énormément de conjugaisons. Est-ce que chaque conjugaison est un mot différent ou est-ce que c'est le même mot? Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de débats comme ça qui l'air... Quand on pose une question du style quelle est la langue qui a le moins de mots, on se dit la réponse ça doit être simple, tu vois. Et en fait non, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres et c'est des paramètres qui ne sont pas clairement définis en linguistique. Donc c'est vachement intéressant de voir tous ces débats et de réfléchir à tout ça et à ce que c'est qu'en fait une langue. Et ça c'est plutôt cool. Et puis du coup ça mène au débat que quand j'apprends une langue ou quand j'enseigne une langue, quelles sont les évolutions de la langue que je dois apprendre en fait. Est-ce qu'on apprend, par exemple en français, on parle beaucoup de l'écriture inclusive. Ça fait aussi un petit peu débat dans les profs, etc. Est-ce qu'on doit enseigner l'écriture inclusive ou pas? Est-ce qu'on doit enseigner les anglicismes ou est-ce qu'on doit rester sur un français très francophone? Est-ce qu'on doit enseigner un petit peu tout ce qui est slang, le verlan, tout ce qui est un petit peu les mots comme ça ou pas? Et c'est des questions parfois que les profs également se posent, que les élèves se posent, ils se disent mais tiens, est-ce que ça je dois l'apprendre, est-ce que c'est important? On a l'habitude avec le passé simple, les élèves souvent ils nous disent mais est-ce que ça je dois l'apprendre ou est-ce que c'est vraiment que dans les livres et du coup moi perso ça m'intéresse pas? Mais en fait ça se pose à plein de moments différents de la langue. Alors, personnellement j'ai envie de dire que si ça se parle, alors ça existe. L'écriture inclusive, le slang, le verlan, etc. Bien sûr que c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que tout simplement les gens l'utilisent en fait. Et c'est également vrai pour les évolutions de la langue, des choses qui ne sont grammaticalement pas correctes, que si on écoute le Becherel ou l'Académie française, c'est incorrect. Mais si les gens l'utilisent de manière assez fréquente, ça veut dire que l'usage est là et ça veut dire qu'en fait ça existe et il faut que les élèves puissent
l'apprendre, parce que sinon bah, ils arrivent en France ou quoi et ils comprennent rien à ce qui se passe. Mais je pars aussi beaucoup du principe que ça dépense la raison pour laquelle l'élève apprend la langue en fait. C'est-à-dire que si j'ai un élève qui me dit voilà Lucille, bah moi j'apprends le français parce que je veux vraiment me mettre dans la culture française, peut-être que je vais aller en France, ou je sais pas, mais en tout cas je veux vraiment être dans la culture populaire française, ben là il faut y aller, hein. Il faut travailler le français oral, qui a des structures qui sont parfois assez différentes du français écrit, voire carrément inverse, on fait des choses à l'oral qu'on n'a pas le droit de faire à l'écrit et inversement. Il faut travailler le slang, il faut travailler bah, du coup le verlan, il faut travailler le français un petit peu familier de la rue, etc. C'est super important. Par contre, si j'ai un élève, et j'en ai, hein, qui me disent bah Lucille, voilà, moi j'apprends le français parce qu'en fait je l'utilise dans mon travail, mais soyons clairs, je vais pas en France, voilà, j'en ai vraiment besoin uniquement dans un contexte hyper professionnel. Oui, bon bah là, effectivement, apprendre le verlan et tout ça, c'est peut-être pas non plus la priorité. On va plutôt se concentrer effectivement sur un français bah, beaucoup plus académique, beaucoup plus formel, tout simplement parce que c'est ce qu'il a besoin en fait le gars à ce moment-là quoi. Mais tout ça c'est de la linguistique en fait, c'est vraiment, il y a aussi un petit côté stratégie dans qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce qui va être réellement utile à ce moment-là, qu'est-ce que je peux apprendre plus tard. Et c'est assez intéressant et les évolutions de la langue sont vachement importantes. Une langue ça bouge, c'est vivant, ça évolue vraiment très vite. Et du coup quand on s'intéresse à la culture populaire d'une langue et à comment les gens la parlent dans la vie de tous les jours, c'est important de s'intéresser à ça. Et puis pourquoi s'intéresser à la linguistique? Parce qu'une langue, quelque part, c'est une vision du monde en fait. C'est-à-dire qu'il y a des langues qui n'ont pas de temps pour les verbes. Les verbes ne se conjuguent pas en fait. Et tout simplement, le temps dans ces langues-là est exprimé à travers des adverbes. Ce qui est donc hyper différent du français. Le français, nous, on est à fond dans les temps verbaux, on en a plein. Il y a des langues qui n'en ont pas. Et du coup, c'est assez intéressant ensuite sur leur manière de voir les choses. Et c'est pareil au niveau du vocabulaire. On sait qu'il y a des langues qui ont des mots pour des choses, des émotions par exemple. En français, on n'a pas de mots pour ça. Et inversement, il y a des mots en français qui expriment des émotions ou des choses qu'on ne trouve pas dans certaines autres langues. Quand j'étais à l'université, il y a un truc que j'ai appris que je trouvais très intéressant, c'est qu'en russe, le verbe être n'existe pas au présent. Il existe hein, dans les autres temps, bien sûr, mais au présent, on n'utilise pas le verbe être. Parce que le russe, la langue russe, part du principe que bah, si ça existe, il n'y a pas besoin de le dire, on le voit. Donc en fait, par exemple, ils vont pas dire c'est ma maison, ils vont dire ça ma maison. Et voilà, et on la voit en fait. Et donc c'est assez intéressant sur comment ça fonctionne. Et dans un autre exemple, ça c'est un exemple plus personnel, donc c'est une de mes élèves, j'en parlerai dans une newsletter plutôt aussi avec beaucoup plus de détails parce que bah tout simplement c'est assez personnel du coup et je veux pas raconter sa vie sur YouTube. Et j'ai une élève qui pendant un des cours a un peu eu une révélation personnelle sur sa propre vision d'elle-même à cause d'un changement de verbe entre l'anglais et le français. En fait en français on utilise le verbe avoir, en anglais on utilise le verbe être et ça lui a fait un tilt et elle s'est rendue compte de pas mal de choses sur elle-même et c'était très intéressant de voir que ce simple fait linguistique entre deux langues lui a permis de se sentir mieux en fait après avec elle-même. Et puis enfin bien sûr quand on est prof, s'intéresser à la linguistique ça peut aussi permettre de comprendre certaines difficultés des élèves. Je dis pas qu'il faut parler la langue, parce que ça c'est faux. On n'est pas du tout obligé de parler la langue de nos élèves pour leur apprendre le français. Ça, non. On peut complètement... Moi j'ai des élèves hongrois, je parle pas un seul mot de hongrois, j'y connais rien du tout. Mais au niveau de la linguistique, je connais quand même des grandes différences, voilà, entre... Je vous ai parlé du russe, qui n'a pas le verbe être par exemple, ça peut expliquer certaines difficultés d'élèves qui seraient russophones. Et même au niveau des langues germaniques, entre les langues romanes, donc les langues comme le français, le latin, l'espagnol, l'italien, etc., et les langues germaniques comme l'allemand, l'anglais, le hongrois du coup je pense, etc., ou encore des langues slaves comme le slovène, le russe et tout ça, il y a quand même des différences au niveau de la linguistique, au niveau de la syntaxe, des choses comme ça, qui peuvent permettre de comprendre certaines difficultés et de réaliser certaines choses, que ça peut nous permettre d'aider nos élèves. Donc c'est intéressant de s'y intéresser, tout simplement.
Vraiment, ça veut pas dire qu'il faut apprendre toutes les langues, hein. Bien sûr que non, et ça veut pas dire qu'on peut pas enseigner correctement si on ne s'y connaît pas. Mais tout ce que je dis, c'est que ça peut être cool, si c'est un sujet qui vous intéresse les langues, bah, de s'y intéresser, parce qu'au-delà d'être super cool, il y a aussi du coup ce côté, bah, ça peut aussi permettre de comprendre certaines choses sur nos élèves. Et puis du coup, bah voilà, ça permet de répondre à certaines questions. Par exemple, et ça j'en avais parlé sur Instagram, j'ai beaucoup d'élèves qui, quand on apprend un petit peu la famille, etc., ou même plus tard d'ailleurs, hein, ils y pensent plus tard, et ils me disent, mais en fait, pourquoi en français on dit belle-mère? Genre, pourquoi belle? Parce que belle ça veut dire jolie, etc., et quel rapport quoi, ils comprennent pas. Et en fait, simplement, là c'est la linguistique historique qui nous permet de comprendre, parce que à l'époque médiévale, c'était marâtre, puis marâtre, parâtre, etc. Puis le suffixe âtre est devenu hyper négatif. Genre, avec le temps, hein, simplement, il a évolué et il est devenu connoté super négativement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, hein, en français, marâtre, on pense direct à la belle-mère de Cendrillon, hein, c'est elle. Et du coup, bah, les gens se sont dit, le mot marâtre, parâtre, etc., ça commence à être bof bof, on devrait peut-être changer. Et à l'époque du Moyen-Âge, le mot belle, il voulait pas dire jolie, il voulait dire chère, en fait. Donc, par exemple, voilà, belle amie, c'était chère amie. Donc, bon, ok. Et du coup, ils ont choisi ce mot-là. Ils ont choisi le mot belle pour belle-mère, beau-père, belle-fille, beau-fils, etc. Et ça n'avait rien à voir avec la beauté, c'était simplement le côté cher, le côté, voilà, on apprécie la personne, etc. Et du coup, c'était beaucoup plus sympa que le suffixe âtre. Le mot belle a ensuite évolué pour devenir vraiment dans ce sens de joli, et on a perdu un peu le côté cher, mais la langue n'a pas évolué, tout simplement. Pourquoi? Parce que le mot reste positif et que du coup il n'y avait pas vraiment un grand intérêt à le modifier encore une fois. Donc on a gardé belle-mère, beau-père. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, un petit peu autour de la linguistique. C'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo, donc dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça qui parlent un petit peu de linguistique. Je sais que celle-là elle était un petit peu abstraite sur pas mal de points, j'ai essayé un petit peu voilà, de vous donner quelques exemples, mais en gros pour résumer, hein, la linguistique, pourquoi c'est important? Parce que au-delà de la langue en elle-même, ça explique pourquoi elle fonctionne comme ça. Ça explique le système verbal en français, par exemple, que souvent les gens connaissent, ils connaissent les conjugaisons, mais ils comprennent pas pourquoi il y en a autant, et pourquoi il y a autant de temps, et pourquoi c'est comme ça en fait, et comment choisir. Et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, hein, voilà. Ça explique aussi bah, des questions qu'on peut se poser sur le vocabulaire, comme belle-mère. Pourquoi on se dit c'est bizarre, en fait c'est la linguistique historique qui va venir expliquer ça. Et ça permet aussi d'ouvrir un petit peu l'esprit et de comprendre des différences entre les langues qui sont en fait des différences de vision du monde qui passent à travers la langue. Et donc ça c'est super intéressant pour toute personne qui veut vraiment s'intéresser à la langue de manière plus approfondie, et pour les profs qui du coup peuvent apporter des réponses plus précises à leurs élèves.